Bonjour à tous, bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Salin et je vous retrouve chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Décoloniser est un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. En 2004, la polémique du voile se poursuit, s'intensifie même, avec la loi pour l'interdiction des signes religieux à l'école qui est en discussion. Et puis autour de ces discussions, de fortes mobilisations s'organisent. Donc c'est bien le sujet de l'année. C'est Lionel Favreau qui ouvre les hostilités en publiant début janvier un livre qui s'intitule « Tariq Ramadan dévoilé ». Alors les amateurs de presse régionale vont reconnaître le goût des canards locaux pour les jeux de mots faibles. Effectivement, l'auteur Lionel Favreau est en activité à Lyon Mag, et Lyon Mag n'imagine pas profiter de la manne Tariq Ramadan, qui est quand même un sujet qui fait vendre à cette période. La couverture du livre Tariq Ramadan dévoilé est absolument géniale. On y voit Tariq Ramadan le regard torve, et puis en dessous, un bandeau rouge sang qui hurle une véritable bombe à retardement. Donc Lyon Mag édite ce torchon parce que depuis Lyon, ils estiment avoir une place privilégiée puisque Lyon est l'endroit où Tariq Ramadan est apparu en France à travers les conférences qu'il a données au centre Tawahid. Quelques jours plus tard, l'Institut Montaigne sort un rapport rédigé par Yazid Sabeg et Laurence Meignery. C'est un rapport sur les oubliés de l'égalité des chances. Les auteurs sont pour la discrimination positive. Ils remarquent même qu'elle existe déjà avec les zones franches urbaines ou avec la parité homme-femme. Et ils voudraient que ce type de mesure bénéficie aussi aux descendants de l'immigration, puisque l'idée de l'intégration des banlieues et de l'immigration est hyper présente médiatiquement et politiquement. Donc eux la prennent en charge et ils ont réfléchi à des propositions. Des propositions dans le domaine de l'emploi, avec par exemple la charte de la diversité pour les entreprises de plus de 100 employés, l'obligation de respecter cette charte pour les entreprises qui accèdent au marché public, des propositions aussi dans le domaine du logement, comme la loi anti-ghetto, dans le prolongement de la loi Borloo, ou bien l'attribution de davantage de pouvoir aux conseils de quartier. Il propose aussi de favoriser la mobilité à l'intérieur du parc HLM, de fusionner tous les organismes HLM. En matière d'éducation, ils ont énormément de propositions, par exemple prendre l'argent de la surrémunération des profs métro en Outre-mer et la reporter dans les zones d'éducation prioritaire, ou bien mettre en place des conventions entre les grandes écoles et les lycées de banlieue, ou encore professionnaliser le soutien scolaire pour que ça devienne un vrai métier rémunéré correctement, donner davantage d'autonomie aux équipes éducatives en ZEP, et puis cesser de nommer des profs débutants en ZEP. Mais il y a aussi une partie de ces propositions qui concerne la mémoire. Ça, c'est vraiment nouveau. Il propose d'intégrer mieux l'histoire de la colonisation, l'histoire des migrations et l'histoire du fait religieux. Il propose de commémorer la mémoire des peuples des colonies et de l'outre-mer, et puis de donner à l'islam le statut des religions concordataires en Alsace-Moselle. Dès la rentrée de janvier, le projet de loi d'interdiction du voile à l'école est rendu public. Une semaine plus tard, le Parti des musulmans de France appelle à manifester. Lors de cette manifestation, il y aura 10 000 participants selon la police, 20 000 selon les organisateurs. La presse va dénoncer des propos homophobes et antisémites qui auraient été tenus dans cette manifestation. En fait, il y a que dans la bouche des participants, il y a deux actualités qui se télescopent et une incompréhension qui revient souvent. Les gens disent comment ça se fait que le Pax vient d'être autorisé et que le voile va être interdit. Ils disent on ne nous laisse pas porter le voile alors qu'on laisse défiler les homosexuels dans les marches des fiertés. Parce que pour eux, dans les deux cas, il s'agit d'afficher publiquement une partie de son identité, religieuse dans un cas et sexuelle dans l'autre. Quant aux accusations d'antisémitisme, eh bien c'est probablement parce que le représentant du Parti musulman de France, Mohamed Latrèche, déclare « Monsieur Chirac, vous avez dit que quand on touche à un juif, on touche à la France. Moi je dis quand on touche à une musulmane, on touche à la France. » Et puis il y a aussi que le même Mohamed Latrèche déclare que le sionisme est une idéologie d'apartheid. Lille et l'UOIF s'associent à cette manifestation où on entend comme slogan « Ni père ni frère, le voile on l'a choisi » ou encore « Sarkozy n'est pas moufti ». Et dans cette manif, il y a beaucoup de jeunes filles, de femmes, de familles qui participent. Le même jour, 150 associations se réunissent lors d'assises nationales des associations musulmanes. C'est organisé à Saint-Denis. Les associations musulmanes ont invité également la Ligue des droits de l'homme, le MARAP, le collectif féministe pour l'égalité, la députée vert européenne Halima Boumediene Thierry,
la Fédération Léo Lagrange, le mouvement Immigration Banlieue, le prêtre Jean-Marie Godel, qui est responsable pour l'Église catholique des relations avec l'islam, ou encore Alain Grèche, qui est à l'époque rédacteur en chef du Monde Diplo. Et les organisateurs veulent dénoncer une loi sur les signes religieux liberticide, discriminante et de diversion qui favorise l'islamophobie et qui est aussi une manipulation qui vise à faire croire que l'urgence nationale, c'est d'alarmer tout le pays pour exclure de l'école publique quelques jeunes filles voilées. Siham Andalousi, qui est animatrice du collectif des musulmans de France à Roubaix, déclare « L'important, c'est de ne pas se contenter d'une réaction ponctuelle à la loi, il faut qu'on travaille à des objectifs communs sur l'école, les questions sociales, l'investissement politique, et surtout qu'on n'accepte pas cette mascarade du préfet musulman. » Les participants à ces assises nationales demandent la création d'un observatoire de l'islamophobie. Et à la demande de Mouloud Aounit, ils vont prendre leur distance avec le Parti des musulmans de France, dont ils ont le sentiment qu'il surfe sur la vague et qu'il essaie de créer des murs entre les communautés. Apparemment, l'opposition entre ces deux initiatives viendrait du fait que le CD-Team avait créé un cadre ouvert aux non-musulmans, et ça, le Parti musulman de France l'a rejeté. Il voulait initier seul une manifestation. Alors évidemment, comme la manifestation du Parti des musulmans de France a mobilisé majoritairement des musulmans, eh bien la presse dit que c'est une manif communautariste. Même si les participants ont agité le drapeau français et leur carte d'électeur, le fait d'entendre des Allahu Akbar pendant la manifestation, ça glace d'effroi la presse, comme d'habitude. Pourtant, c'est une manifestation qui est mixte et qui est mélangée, donc comme d'habitude, ce n'est pas rationnel. Les responsables des associations qui participent aux assises lancent un appel à manifester le 3 février, qui est le jour où la loi va être examinée par les députés. La polémique continue de faire rage. Une semaine plus tard, à l'émission Riposte, plusieurs invités sont là pour répondre à la question « La France a-t-elle peur des musulmans ?» On y retrouve Mouloud Aounit du MRAP, Farid Abdelkrim de l'UOIF, Soheb Benchir Moufti de Marseille, Max Gallo, qui est historien et écrivain, Hamida Ben Sadia, qui est porte-parole du collectif Une école pour tous et toutes contre les lois d'exclusion, et Joseph Massescaron, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Ce collectif Une école pour tous et toutes contre les lois d'exclusion appelle à protester contre le projet de loi. Il va d'abord y avoir une manifestation le 28 janvier devant l'Assemblée nationale pendant que le Conseil des ministres examine ce projet de loi et l'adopte. Puis le 3 février, jour où le projet de loi est présenté à l'Assemblée, une grande manifestation a lieu à l'appel des responsables associatifs musulmans, mais aussi du pôle laïque que Tarek Kautari et Omeya Sedik du MIB appellent aussi le pôle musulmano-mouvementiste, ou Taguieff l'appellerait le pôle islamo-gauchiste. À ce rassemblement, il y a 500 militants qui sont présents. Et en soirée, ils organisent un meeting au Trianon qui va réunir 300 personnes. On peut y entendre Noël Mamère dénoncer une loi de circonstance. Lui dit « Le vrai mal de notre pays, c'est la fracture coloniale, et ce qui est en cause, ce n'est pas le voile, c'est l'exclusion. Il a très peur que se prépare un nouveau 21 avril. » On y entend aussi Wassila, lycéenne de 17 ans, qui dit « J'en ai marre qu'on nous fasse passer pour des femmes qui n'ont pas de cerveau. Mon père est mort, mon frère ne m'oblige pas, ma mère ne veut pas que je porte le voile, alors par qui suis-je manipulée ?» Et dans la salle, Alma et Lila Lévy-Omari assistent sagement au débat à côté de leur père, et également des Sikhs venus soutenir la mobilisation. Saïd Bouamama de Lille rappelle, lui, qu'on n'émancipe jamais quelqu'un malgré lui, et Christine Delphi remarque que la deuxième maladie de ce pays après le sexisme, c'est le racisme, et pourquoi pas avoir un féminisme avec l'islam. Le lendemain, l'antiracisme institutionnel lance l'appel « Laïque, retrouvons-nous ». C'est un communiqué qui est signé par Pierre Berger, BHL, Jacques Lang ou encore Sonia Rykiel. Et les militants de l'antiracisme institutionnel disent qu'ils sont inquiets. Ils ont l'impression que le débat sur la laïcité a été pris en otage par ceux qui veulent réduire le débat citoyen à un affrontement communautaire. Ils disent la laïcité est pour cela un obstacle à abattre pour mieux attaquer la dignité de la femme et enjoindre chacun à se réfugier dans une communauté religieuse. Donc ils lancent cet appel lors d'une conférence de presse organisée au local de SOS Racisme. Ils appellent tous les républicains à se mobiliser. On retrouve les 4 anciens présidents de l'association SOS qui parrainent l'initiative, mais aussi Patrick Klugman et Jonathan Arfi de l'UEJF, Loubna Melian qui vient de NPNS et qui à ce moment-là est vice-présidente de SOS, mais aussi Pierre Berger, Fadela Amara, Julien Drey. Ils disent, face à ceux qui veulent nous diviser, mobilisons-nous pour une France unie, laïque et fraternelle.
Ils sont extrêmement sévères avec le MRAP et la LDH qui les accusent d'abandonner le terrain universel des droits de l'homme en faisant alliance avec les communautaristes. Pour eux, il y a des limites à la démagogie. Quant à Dominique Sopo, il dit qu'il faut manifester parce que ça va démontrer dans la rue l'attachement des citoyens à la laïcité contre les forces communautaristes. Quant à Klugman, il dit « Les communautaristes sont des sexistes. La journée internationale de la femme doit être cette année celle de la laïcité. » Et donc, ce que va faire l'antiracisme institutionnel, c'est qu'il va putcher la marche du 8 mars, qui d'ailleurs cette année-là se tient le 6 à cause du calendrier. Et donc, ils vont être les premiers à lancer un appel pour le 8 mars avec la laïcité en mot d'ordre. Et ils suivent complètement la ligne de Caroline Fourest. 2 jours après, cette fois, c'est le mouvement pour la justice et la dignité qui appelle à manifester de la place d'Enfer Rochereau à l'Assemblée nationale. Il rassemble, ce mouvement, une nébuleuse de groupuscules rassemblés sous cette appellation. On retrouve dedans des gens comme Jean-Paul Cruz ou Nouari Kheri. On trouve aussi de petites associations comme l'Union française pour la cohésion nationale ou la Ligue internationale pour la défense de l'islam et des musulmans. Alors c'est la seule initiative de ce mouvement, qui ensuite a disparu totalement. En revanche, la grosse journée de mobilisation, c'est le 14 février. Il va y avoir plusieurs milliers de personnes dans les rues à Paris, de République à Nation, mais aussi à Lyon, 5000 personnes, 600 à Montpellier, et puis aussi à Lille, Grenoble, Marseille, Saint-Étienne, Angers, Nîmes, Rennes, Chambéry. L'appel avait été lancé par le collectif Une école pour tous et toutes contre les lois d'exclusion, qui est un collectif donc, qui a été fondé à l'initiative du CDTIM, et à l'intérieur duquel on retrouve la TMF, le CMF, LMSI, l'Association féministe Femmes Publiques, la Fédération Léo Lagrange, la FTCR, les JCR, mais aussi JMF, le MIB, PMF, Droit devant. En tout, il y a une trentaine d'organisations. Et c'est un tel succès, cette manifestation, que 3/4 sont venus de Strasbourg. La LDH et le MRAP ont participé aux réunions préparatoires, mais elles ne veulent pas appeler à manifester. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, elles ont peur des dérapages. Ensuite, le MRAP a exigé une position claire à l'égard de mouvements infréquentables comme le Parti des musulmans de France. Le MRAP demande aussi à ce que ce soit présenté comme un combat contre toutes les formes de racisme. Il demande à ce que le refus du communautarisme soit exprimé clairement. Et enfin, il demande à ce que la liberté de conscience de ne pas porter le foulard soit exprimée clairement. Ils ont aussi peur de se retrouver en manifestation avec la frange trop radicale, mais surtout, ce sont 2 organisations, MRAP et LDH, qui doivent gérer une minorité interne qui est pour l'interdiction. C'est le cas aussi des féministes. Par exemple, la coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception, elle est plutôt opposée à la loi, mais elle ne peut pas prendre position officiellement parce qu'elle a une minorité qui, elle, est pour la loi et donc elle a peur d'éclater. Donc Christine Delphi, de Nouvelles Questions Féministes, est vraiment l'exception à la règle pour le mouvement féministe, parce qu'elle, elle est ostensiblement contre l'interdiction. Mais elle n'est pas la seule, il y a aussi l'association Les Sciences Potiches d'IEP Paris, qui n'est pas d'accord pour que la rhétorique féministe soit utilisée pour exclure des jeunes filles de l'école. Donc, dans ces situations-là où l'organisation ne peut pas prendre position parce qu'elle est divisée, les militants politiques vont s'engager individuellement. C'est le cas de Noël Mamère, de Gilles Lemaire et d'Halima Boumediene-Thierry qui vont être présents dans cette mobilisation, mais leur parti des Verts ne signe pas. Et puis aussi José Bové qui, lui, clairement appelle à manifester. Il dit qu'il s'associe à tous ceux qui seront dans la rue de ce jour-là. La loi interdisant le port ostensible de signes religieux à l'école, c'est une façon de criminaliser une partie de la population issue de l'immigration. Mais pour ces organisations de gauche, souvent la difficulté vient de leur frange féministe. C'est le cas des Verts qui sont présents mais qui ménagent leurs militantes. Même chose pour la LCR, même si certains des militants ont signé la résolution, refusé les exclusions discriminatoires. En revanche, les JCR vont inviter à manifester. Pareil pour le SNES, qui a des militants qui vont être présents, mais le SNES en tant qu'organisation ne signe pas. Le texte d'appel à cette manifestation, on voit qu'il cherche l'équilibre entre les organisations de la gauche radicale qui adhèrent aux valeurs de liberté individuelle, d'émancipation des femmes, et puis les associations musulmanes qui, elles, vont plutôt se préoccuper de la liberté pour les femmes de porter le voile. C'est pour ça qu'on retrouve dans ce texte que les signataires refusent que des femmes soient tenues de porter le foulard sous la contrainte. Ou bien, ils contestent que d'autres femmes soient tenues de le retirer sous la contrainte. Il dit aussi « on ne s'émancipe pas par la répression, mais par la conquête des droits ». Hamida Ben Sadia, de la Fédération Léo Lagrange, va dénoncer cette loi d'exception, une loi inégalitaire parce que l'accès au savoir, c'est un droit fondamental. Mais en même temps, elle va mettre en garde les associations musulmanes en disant « je préfère être toute seule dans le combat
plutôt que de m'allier avec n'importe qui, des négationnistes et des antisémites. Donc on voit que dans ce collectif unitaire, il y a cette recherche constante d'équilibre pour que les musulmans y trouvent leur compte et pour que les non-musulmans aient des gages pour se défendre par rapport aux attaques qui viennent de leur propre camp. Donc c'est pour ça qu'on retrouve dans leurs textes mention de l'égalité homme-femme, du combat contre tous les racismes ou bien du combat contre l'homophobie. L'UOIF, de son côté, va tout faire pour décourager ses militants de participer parce que le ministère de l'Intérieur leur impose une pression intense. Et Yamin Makri déclare à l'époque que l'affaire du foulard marque une cassure entre ceux qui raisonnent avec la mentalité de nos parents et puis les autres, pour qui être laïque et citoyen, ça ne veut pas dire oui à tout, ça veut dire aussi s'opposer parfois. Donc dans ces grandes manifs, on va entendre comme slogan première, deuxième, troisième génération, on s'en fout, on est chez nous. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un seul droit à l'éducation. Stasi m'a tué. Non, non, non à l'exclusion. Oui, oui, oui à l'éducation. Qui a eu cette idée folle un jour d'interdire l'école? C'est ce sacré Luc Ferry. Ou encore Chirac, Sarkozy, les voilées, elles votent aussi. 2 étudiantes de Noisy-le-Sec, de 20 et 23 ans, Hajar Hajimi et Sofia Rahen, qui elles sont en grève de la faim depuis le 3 février, sont venues manifester en fauteuil roulant. Et Tarek Kautari du MIB dira au micro « Notre but, c'est de créer un mouvement, un vrai mouvement, parce qu'il y en a assez. Je lance un appel pour créer un collectif pour essayer de travailler ensemble dans le temps. Parce que la lutte continue contre les lois de plus en plus répressives qui désignent les classes populaires et les étrangers comme les nouveaux boucs émissaires. » Ce qui est amusant dans les articles de presse qui racontent toutes ces mobilisations à l'époque, c'est qu'il y a un registre vraiment de l'ethnographie, c'est-à-dire que quand ils décrivent les manifestations, ils décrivent l'apparence des gens, la mixité des tribunes, la mixité des cortèges, est-ce qu'il y avait des drapeaux et d'où? Est-ce que c'était communautariste? Est-ce que c'était ouvert? La presse vraiment donne des bons points à cette manifestation parce qu'elle était bigarrée, parce qu'elle mélangeait associations musulmanes et militants d'extrême gauche. Et d'ailleurs, la porte-parole du collectif, Hamida Ben Sadia, dira « Ceux qui disent que nous sommes des communautaristes, eh bien qu'ils nous regardent aujourd'hui, nous sommes ensemble tous. » Donc le 6 mars est le jour qu'avait choisi l'antiracisme institutionnel pour sa contre-offensive citoyenne pour la laïcité. L'unanimité du mouvement féministe en 2003 derrière les NPNS a totalement volé en éclats. Cette fois-ci, il y a 2 mots d'ordre pour la manifestation de la Journée internationale des luttes des femmes. D'abord, le mot d'ordre du collectif national pour les droits des femmes. C'est un collectif qui regroupe des associations, des syndicats, des partis politiques de gauche. Et lui, il décide de privilégier les échéances électorales à venir et déclare l'urgence à manifester contre la politique de régression sociale du gouvernement. Donc l'appel pour la laïcité de SOS Racisme ne les intéresse pas du tout. Ni Pute ni Soumise va quitter le collectif sur ce désaccord parce qu'elles avaient une marche en cours et elles voulaient terminer par un défilé parisien sur la défense de la laïcité, de l'égalité et de la mixité. Or, le collectif ne les suit pas. D'ailleurs, à l'époque, Alain Krivine regrette que les Ni Pute ni Soumise ne s'intéressent pas aux questions sociales ni à la remise en cause de la politique du gouvernement. Toutefois, certaines comme Maya Surdut, qui est porte-parole du collectif national pour les droits des femmes, annoncera que la présence éventuelle de femmes voilées à la manifestation posera problème, elles n'ont pas leur place avec nous et nous ferons tout pour leur barrer la route si elles viennent en organisation. Et leur appel, qui est signé du MRAP et de la LDH, condamne ceux qui veulent faire du voile un symbole d'émancipation et de révolte au lieu d'y voir une stigmatisation du corps des femmes. Donc ce qui va se passer, c'est que le collectif national pour les droits des femmes va marcher en tête de manif, suivi de Ni Pute ni Soumise, et en fin de cortège, il y aura une école pour tous et toutes. Et une école pour tous et toutes dit que personne ne peut décider qui est féministe et qui ne l'est pas. Donc on retrouve là une dizaine de jeunes femmes voilées qui sont protégées par un service d'ordre et qui viennent manifester au cœur du cortège en disant « Voilées, non voilées, solidarité contre le sexisme » ou bien « École publique, ne choisis pas ton public ». C'est un mélange de jeunes femmes voilées et d'amis tête nue qui dénoncent une loi discriminatoire. Et il va y avoir des échauffourées. À l'époque, Isman Chouder raconte « Le jour de la manif, nous avons eu de grosses difficultés à nous insérer dans le cortège. Nous avons dû faire face à des insultes, des bousculades et même des tentatives de coups physiques. Il y avait des hommes qui nous bousculaient pour nous empêcher de rentrer dans le cortège et des femmes qui nous insultaient en disant « Vous n'avez rien à faire ici, c'est une honte, rentrez chez vous, rentrez en Arabie, en Iran, en Afghanistan. » Elles ont aussi eu un comité d'accueil particulièrement violent à l'arrivée de la manifestation, place de la Nation, sous les huées
les menaces et même les crachats de la part d'autres manifestantes. Et ils ont même stigmatisé le service d'ordre qui avait été constitué pour ce cortège. Comme tous les services d'ordre d'ailleurs, il y avait des hommes dedans, et ces hommes-là se sont retrouvés stigmatisés dans la presse ou dans les groupes militants adverses comme barbus qui encadraient leurs femmes. Alors qu'il y avait des musulmans et des non-musulmans, des hommes et des femmes, et surtout, c'était pas le seul service d'ordre masculin de cette manif. Après cette expérience, elles vont décider de créer le collectif féministe pour l'égalité. Début mai, Pro-Choix sort un numéro spécial laïcité, antisémitisme, islamisme. Que se passe-t-il à gauche? Donc elles continuent leur combat pour scinder la gauche. Et là encore, elles dénoncent la gauche qui aurait perdu tous ses repères. Et elles visent là ceux qui utilisent le terme d'islamophobie, ceux qui traitent les féministes de racistes, ceux qui deviennent des féministes pro-voile. Et là, Christine Delphi peut se sentir visée. Et puis ceux qui cautionnent une école pour tous et toutes, qui est un collectif qui a tendu un piège à la gauche, disent-elles. Et d'ailleurs, ce collectif est né sous l'influence de Tariq Ramadan. Donc elle cautionne la thèse de la division des gauches, elle la dénonce, alors que c'est exactement ce qu'elles essaient de créer, elles essaient de diviser la gauche radicale sur 7 lignes. Dans ce numéro, on va évidemment trouver des native informants comme Wassila Tamzali ou Leila Babès. Elle publie d'ailleurs le manifeste des femmes et hommes de culture musulmane, croyants, agnostiques ou athées contre la misogynie, l'homophobie, l'antisémitisme et l'islam politique. Un manifeste qui est signé de Fadela Amara, Fouad Laroui, Samia Messaoudi, Habib Samarkandi, Leila Sebar, Wassila Tamzali, entre autres, mais aussi le président de l'association des beurs gays. Ce manifeste suit totalement la ligne de l'antiracisme institutionnel, puisqu'il conditionne l'antiracisme à la condamnation de la misogynie, de l'homophobie et de l'antisémitisme, compris comme nouvel antisémitisme. Et donc c'est vraiment le manifeste des hommes et des femmes de culture musulmane qui ne supportent plus de voir leurs paroles prises en otage par les islamistes, ni leur identité essentialisée et caricaturée pour être mise au service de la haine, disent-ils. Évidemment, on trouve dans les signataires des Algériens sincèrement opposés à l'islamisme auquel ils ont fait face en contexte algérien. Et leur expérience douloureuse et traumatisante et leur méconnaissance des mécanismes racistes français est totalement exploitée par le camp de Caroline Fourest qui cherche à polariser, à simplifier des choses aussi complexes. 2 jours plus tard, le MRAP se réunit en Conseil national extraordinaire pour voter une résolution concernant le racisme à l'encontre des populations arabo-musulmanes. En fait, c'est une réaction à l'engagement de Mouloud Aounid contre l'islamophobie. Il y a une frange des militants du MRAP qui contestent ça et qui exigent que le terme islamophobie ne soit pas utilisé jusqu'au Congrès où le MRAP décidera s'il le reconnaît comme valide ou non. Côté cancel culture, le 21 mai, Mouloud Aounid et Tariq Ramadan devaient prendre la parole au meeting de l'association Agir contre la guerre à la fac de Jussieu. Et l'université va annuler pour trouble à l'ordre public. Or, le même mois, le gala au profit de l'association pour le bien-être du soldat israélien avait pu se tenir. Donc ça veut bien dire que les actions pro-palestiniennes subissent une censure. Après l'expérience pénible de la marche du 8 mars, les militantes qui se sont fait malmener lors de la manifestation vont créer le collectif des féministes pour l'égalité. Elles choisissent Christine Delphi comme présidente et la toute jeune Zahra Ali comme vice-présidente. C'est un groupe qui est non mixte, réservé aux femmes, et qui adopte une charte où sont affirmés notamment le droit de porter le foulard et le droit de ne pas le porter, la lutte contre les discriminations sexistes et le refus d'un modèle unique d'émancipation. Avec ce collectif, elles vont apprendre à travailler ensemble, entre d'un côté des femmes qui sont engagées dans le féminisme depuis longtemps, et puis de l'autre, de jeunes musulmanes qui refusent la stigmatisation. Donc c'est un travail inédit qui demande beaucoup de dialogue, d'affirmation, de négociation, et qui va aussi les mettre en situation où elles vont devoir se positionner vis-à-vis du champ féministe qui a son propre agenda. Toujours au mois de juin, Pro-Choix continue dans la même lancée et maintient sa ligne. Cette fois, elles font le compte-rendu de leur invitation à un café littéraire à l'Institut du monde arabe, où elles pensaient être invitées devant une audience complaisante, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Elles ont rencontré une opposition très ferme, alors elles jouent les victimes. Certains évoquent même une quasi-lapidation. En vérité, ce qui s'est passé, c'est que le public a exercé son droit de réponse sur le livre que Fiametta Wener et Caroline Fourest ont publié. Et l'animateur n'était pas complaisant. Au contraire, il les a invités pour dénoncer le biais pro-israélien de leur bouquin Tir croisé et puis la manière dont elles ont mis en cause les frères musulmans. Alors elles sont très choquées et elles utilisent ce numéro de Pro-Choix pour exercer leur droit de réponse
Et Fiammetta Wener dit même qu'elle a eu besoin de temps pour encaisser les violences de ces pro-Hezbollah. Alors évidemment, dans ce récit, elle se présente en héroïne qui démasque les islamistes. C'est vraiment Fiammetta et Caroline, les combattantes pour la liberté. Et bien que choquées par leur passage à Lima, Fiammetta et Caroline ont eu un peu de réconfort cette année-là en voyant que le premier mariage homo a été célébré en France. Et en France, donc, le délire islamophobe, la panique islamophobe se poursuit avec le 9 juillet l'affaire du RERD. Marie-Léonie Leblanc est une femme qui va déclarer aux policiers du commissariat d'Aubervilliers qu'elle a été agressée par une bande de jeunes sur la ligne D du RER. Et dans sa plainte, la jeune femme de 23 ans raconte comment ses agresseurs d'origine maghrébine lui ont volé son portefeuille, tailladé le visage avec un couteau et surtout dessiné des croix gammées sur le ventre parce qu'elle était, selon elle, juive. Et immédiatement, la police va essayer de retrouver des témoins pour confirmer l'histoire de Marie-Léonie. Le 11 juillet, l'AFP raconte cette histoire. Immédiatement, les politiques s'emballent. Dominique de Villepin, puis le président Chirac publie un communiqué qui dénonce un acte ignoble, raciste et antisémite. C'est vrai que c'est un fait divers qui est idéal quand on veut dénoncer l'insécurité, la perte des valeurs, le nouvel antisémitisme, etc. Et c'est vraiment cet emballement des politiques qui va créer l'affaire du RERD, qui aurait pu passer inaperçu. Donc ces communiqués et cet emballement vont amplifier l'affaire qui, était basée sur un faux témoignage. Et elle va agir comme un révélateur. Il y a d'ailleurs quelques ouvrages qui ont été écrits sur le sujet et qui méritent d'être lus. Au début de l'été, le collectif Une école pour tous et toutes organise une conférence de presse. Ils sont très inquiets parce que la loi d'interdiction du voile a été votée et ils s'inquiètent de voir à la rentrée des élèves s'auto-exclure de l'école. Monique Crinon, qui est animatrice du collectif, remarque aussi que certains établissements vont au-delà des nouveaux règlements intérieurs et bafouent la loi en interdisant l'accès des locaux scolaires aux mères d'élèves qui portent le voile. Et ils demandent aux élèves de se présenter à l'école et de faire appel à eux en cas de problème. Et il faut savoir d'ailleurs que dans ce collectif Une école pour tous et toutes, il y a une forte proportion d'enseignants. Pendant l'été, il se passe un événement notable, c'est une manifestation des Roms contre la répression. C'est vrai que l'été, c'est souvent la période où les municipalités et l'État profitent des congés et du désintérêt des Français pour l'actualité pour expulser largement les bidonvilles. Et donc ce 20 juillet, 200 à 300 Roms vont manifester de la place Clichy à la place Saint-Augustin pour réclamer une vie meilleure. Ils sont soutenus par la CNT, le DAL, le MIB, Ralph Ron, des élus locaux et des représentants associatifs ou de comités de soutien. Et c'est une initiative qui vient des Tziganes de Saint-Denis et de Montreuil-sous-Bois et qui est en réaction à la politique de Nicolas Sarkozy qui, prétendument, lutte contre le développement de l'immigration irrégulière et les réseaux criminels, et notamment les réseaux de traite des êtres humains, mais en vérité, les effets, c'est que les Roumains vont de bidonville en bidonville à force d'être chassés, et rien que pour l'Île-de-France, il y a eu cette année-là une quarantaine d'expulsions et une augmentation de plus de 60% des reconduites à la frontière. Pendant l'été, le Petit Bar à Montpellier va décrocher 80 millions pour le quartier. C'est un quartier où le MIB s'est très investi après qu'au mois de juin, un habitant est mort asphyxié après l'incendie de sa cage d'escalier. Et donc les habitants soutenus par la CIMAD et par le MIB ont dénoncé l'état des appartements, les huisseries déformées par l'humidité, les installations électriques vétustes, les caves insalubres. Et le lendemain de cette mort, les habitants avaient manifesté dans Montpellier, ça avait un petit peu chauffé. Le Petit Bar, c'est un quartier qui est à 80% habité par des Marocains. Donc grâce à cette mobilisation, 80 millions sont investis au Petit Bar. Donc la rentrée scolaire arrive, première rentrée scolaire depuis la mise en œuvre de cette loi d'interdiction du voile à l'école, et qui va faire donc que chaque affaire sera montée en épingle. Et pendant ce temps-là, les pompiers pyromanes continuent de surfer sur la haine. Cette fois, c'est Pierre-André Taguieff qui publie le 6 octobre « Prêcheur de haine, traversée de la judéophobie planétaire ». Alors contrairement au livre qu'il avait écrit en 2002, La nouvelle judéophobie, cette fois-ci, Taguieff assume complètement de faire un travail militant. Il est là pour alerter, l'Occident démocratique est confronté au danger d'un nouveau communisme. Cette fois, c'est un communisme islamiste, relayé en Europe par les mobilisations islamo-gauchistes. Taguieff accuse les ennemis de la démocratie, évidemment, mais surtout leurs complices. Et il fait comme Caroline Forest, il veut démasquer l'islamo-progressisme, dont Tariq Ramadan serait la figure de proue. Qu'est-ce que c'est l'islamo-progressisme ? Eh bien, ce sont les musulmans qui adoptent un visage progressiste pour duper et pour faire avancer leur agenda islamiste. Alors évidemment, Taguieff est totalement catastrophiste.
À le lire, le pire est à venir, la régression guette notre démocratie si nous ne faisons rien. Et il est largement invité pour développer sa thèse, notamment à la BPI, qui organise à la fin du mois d'octobre un débat sur racisme et antisémitisme et qui invite pour ça Fadela Amara, Gérard Fellouz, Dominique Schnapper. Et toujours sur ce sujet, Pierre-André Taguieff publie ce mois-là une tribune très nuancée au titre « Prévenir les génocides contre la nazification de l'État juif ». Le même mois, Jean-Christophe Rufin publie un rapport sur l'antisémitisme où il dénonce certaines associations de la mouvance altermondialiste qui jouent le rôle de facilitateurs d'antisémitisme. Pour Jean-Christophe Rufin, la critique de l'État d'Israël et la légitimation de la lutte armée des Palestiniens, c'est de l'antisionisme qui propose une lecture radicale de l'actualité qui légitime les violences commises en France. Et donc pour Rufin, cet antisionisme, en apparence politique et antiraciste, est en réalité un facilitateur du passage à l'acte et un des instruments d'un antisémitisme par procuration. Ce mois d'octobre 2004, c'est aussi la première édition du festival Origines contrôlées. Donc à l'époque, le groupe Zebda a mis son activité en pause. Quant à Salah Omokran, qui est élu motivé au conseil municipal de Toulouse, il a constaté que c'est pas en tant qu'élu d'opposition qu'il arrivera à changer grand-chose. Donc il va davantage s'investir dans l'association qu'il dirige, le Tacti Collectif, et il peut compter sur les Zebda pour ses projets. En 2004, Tacti Collectif avait déjà commercialisé une compilation franco-palestinienne de solidarité avec le peuple palestinien. Dessus, on retrouvait des artistes comme Rim Bana, Mazouj, Manu Chao ou Noir Désir, et sur la pochette, on voit une photo de la première intifada. Zebda veut aussi s'engager pour ouvrir le débat. Il dénonce les sombres imbéciles qui s'attaquent aux synagogues, même si Salah Omokran relativise en disant les mômes des cités qui portent un drapeau palestinien mènent leur intifada personnelle, c'est du cinéma, c'est un cinéma palestinien. Mais l'éducation commence par l'identification, les beurs ne sont pas toujours représentés à l'Assemblée nationale. Alors que Bertrand Cantat a une position un peu différente, à l'époque il dit « Les extrémismes sont indéfendables même s'ils sont le résultat d'une exaspération ». Le Tacti Collectif avait aussi organisé le festival Ça bouge encore en partenariat avec Respect Magazine. Donc Ça bouge encore, c'est un festival qui mélangeait musique, exposition, débat sur la France métisse. On pouvait y entendre Claude Faber qui s'exprimait sur les médias et l'immigration, Sandrine Lemaire de Hachak qui venait parler des colonies et de la République, Ahmed Boubaker et Yamina Benguigui sur les discriminations, mais aussi le responsable diversité de France Télévisions et puis un journaliste de TF1. Il y avait également Jean Moutapa qui a écrit Un arabe face à Auschwitz, qui venait parler de la mémoire partagée. Et dans sa présentation, Ça bouge encore disait « Nous sommes tous conditionnés par le passé colonial de la France, que nous soyons français de souche ou français issus de l'immigration. Mais si nous refusons de lever le couvercle sur cette page de notre histoire commune, nous n'arriverons pas à faire avancer le débat et à renouer les fils de l'histoire alors qu'elle a tous les jours des répercussions dans notre vie quotidienne et dans les représentations que nous avons de nous-mêmes et de notre position au sein de la société. » Et à cette époque, il parle de décoloniser les mentalités. Donc, eux, ils sont dans l'exploration de toute l'imagerie coloniale, c'est-à-dire le noir et l'arabe dans l'imaginaire français. Ça bouge encore, c'était Origines contrôlées avant l'heure. Origines contrôlées qui va finalement se spécialiser dans le travail de réconciliation des mémoires d'une France métissée. Donc la première édition d'Origines contrôlées, elle se fait en partenariat toujours avec Respect Magazine, mais aussi avec l'Achak, le Fazilde et de nombreux partenaires. Il y a des forums, des concerts, des expositions. Respect Magazine qui sort en même temps un dossier sur les mémoires d'une France métisse, dossier dans lequel contribuent l'Achak de Pascal Blanchard, Saïd Bouamama, Benjamin Stora, Dounia Bouzard et le Tacti Collectif. Donc ça se déroule à Toulouse dans différents lieux comme le TNT, le Théâtre National, le Théâtre des Mazades, la Maison de quartier de Bagatelle ou encore la FNAC. C'est un domaine, les mémoires, dans lequel il s'est passé énormément de choses depuis 2004. Donc c'est intéressant de voir comment il se positionnait à l'époque. Respect Magazine, par exemple, disait « Nous sommes dans un contexte politique où on parle beaucoup de tensions communautaires. Il faut cesser ce débat stérile et œuvrer à la reconnaissance mutuelle des différentes composantes de la société. » Et à l'époque, Mark Shepson s'alarmait d'une guerre des mémoires. Le Tacti Collectif, lui, publie un long texte pour expliquer sa démarche avec Origines contrôlées. Ils disent qu'ils veulent créer un festival politique et musical qui porte une mémoire citoyenne sur les questions dites de l'intégration. L'objectif de cette approche n'est pas de répondre à des questions économiques et sociales par une approche culturelle, mais plutôt de réintroduire dans les quartiers et dans la ville, à travers
l'initiation ou la mise en place de projets culturels des logiques de coopération et de succès. Et ils le disent, les discriminations trouvent leurs origines dans le passé colonial de la France. Ils s'appuient aussi sur l'étude de l'Institut Montaigne qui recommandait de commémorer la mémoire des peuples des colonies et de l'outre-mer. Et ils se sont retrouvés sur ce constat avec les gens d'Achac et en particulier avec Pascal Blanchard, et c'est ce qui les a fait se rencontrer et travailler ensemble. Ils ont mené quelques études, des séminaires et des conférences sur Toulouse, et ça a donné naissance au Festival Origines Contrôlées du 8 au 16 octobre 2004. Donc il y a des musiques, de la culture, des conférences, des débats, des expositions, des films, tout ça pour mettre en perspective le besoin d'une mémoire partagée au moment où autour de cette mémoire, on sent en France des frustrations anciennes. Ils les écrivent, ce qui fait débat depuis 50 ans en France nous a conduit naturellement à nous interroger. Près de 9 millions de Français ont un de leurs ascendants au moins né en Outre-mer. Pieds noirs, maghrébins, antillais, juifs d'Afrique du Nord, harkis, cambodgiens, kanaks, chinois, vietnamiens, autant de destins qui ne peuvent être détachés de leurs origines spécifiques. Donc presque on pourrait dire que Achac Tactique Collective s'investissent comme accompagnateurs de mémoire, dans le sens où tous les débats qui soulèvent les questions de mémoire pourraient, d'après eux, être reçus différemment. Alors bien sûr, on pense aux gens qui ont un imaginaire dépassé et à qui il faut faire comprendre que la France a changé, mais les organisateurs combattent aussi ceux qui utiliseraient l'histoire coloniale pour tout expliquer. Ils disent, certains en viennent à trouver dans l'histoire coloniale l'explication magistrale de leur destin. Et ils disent, si on ne fait pas attention, dans 10 ans, l'histoire coloniale et les mémoires manipulées, qui en seront le fruit, vont servir de démonstration parfaite pour remettre en cause la République. Or, pour eux, laisser aux islamistes et au Front National la relecture de ce passé, c'est creuser à moyen terme la tombe de la République. On ne fera pas l'impasse d'un travail en profondeur, et ça fera par moments mal, mais c'est inévitable. Et donc pour ça, dans leur festival, ils vont inviter des historiennes comme Laure Tellière ou Samia Messaoudi, mais aussi Saïd Bouamama, Pascal Blanchard. Il va y avoir de la musique avec les concerts d'Oxmo Puccino, Baziz, Shira Rimiti, Rachid Taha et puis du cinéma. Il y a notamment cette projection de La baignade des nègres des Frères Lumière de 1896 enchaînée avec Bamboozled de Spike Lee, le tout avec un accompagnement musical. Une semaine après, Caroline Forest sort son livre Frère Tariq, discours, stratégie et méthode de Tariq Ramadan. Alors il faut savoir qu'en 2004, Caroline Forest n'existe pas médiatiquement. En fait, c'est une femme qui est journaliste, homosexuelle, visible, avec un physique de radio aussi, il faut bien l'avouer, et son livre Tir croisé a généré peu de presse. En revanche, elle a bien évalué l'impact médiatique de Tariq Ramadan en 2003, puisqu'en 2003, il y avait dans la presse écrite plus de 400 mentions de Tariq Ramadan, alors que Caroline Forest existait dans 9 articles. Plus de 400 contre 9 de l'autre côté. Et le phénomène se reproduit en 2005. Tariq Ramadan est mentionné dans 554 articles. Et Caroline Forest dans 48. Donc ça commence un peu pour elle, mais c'est vraiment pas du tout comparable. Donc Caroline Forest a besoin de Tariq Ramadan pour exister médiatiquement. C'est pourquoi elle lui consacre un livre entier. Et pour elle, Tariq Ramadan est l'homme qui veut instaurer l'islamisme en France. Il est un chef de guerre et il menace les libertés publiques. Rien que ça. Et sa stratégie, c'est de viser la résistance laïque à l'intégrisme. Pour ça, Tariq Ramadan forme de jeunes musulmans instruits à l'idéologie des frères musulmans. Et ce sont ces jeunes formés par Tariq Ramadan qui ensuite vont s'inscrire dans des associations antiracistes ou dans des partis de gauche où ils vont faire de l'entrisme. Et c'est très dur de le combattre, nous dit-elle, parce que quand on l'attaque, il brandit l'accusation de racisme et d'islamophobie. Mais pour le combattre, il faut refuser le relativisme culturel et dénoncer chaque fois que des musulmans défendent des valeurs qui ne sont pas celles de la France. Et elle pense évidemment à l'homosexualité, l'adultère ou la sexualité en mariage. Elle nous dit que quand Tariq Ramadan est apparu, elle avait placé son espoir en lui. Elle sentait qu'il serait l'homme providentiel qui allait permettre aux musulmans européens de trouver un équilibre entre leur identité musulmane et leur identité citoyenne. Mais elle a écouté ses cassettes et lu ses livres et elle est tombée de haut. Le discours de Tariq Ramadan est double. Bon, évidemment, c'est une farce. Et ça se démontre dans le livre parce que Caroline Forest a une méthode qui est vraiment contestable. Elle a l'habitude de prêter des intentions à Tariq Ramadan. Ensuite, elle a une manière de simplifier ce que sont les croyants. C'est-à-dire que pour elle, musulmans, juifs ou autres, quand les gens croient, ils deviennent unidimensionnels.
Elle ne peut pas imaginer que les gens puissent écouter des conférences et en même temps vivre dans le monde actuel et réel et s'en inspirer. Le problème aussi avec son livre, c'est que c'est un livre qui est complètement à charge. Donc il est assez pénible à lire parce qu'il fonctionne par association d'idées. En tout cas, cette année-là, certains se sont amusés de voir Caroline Fourest et Fiametta Weiner vendre ce livre dans le Wall Street Journal, qui est quand même un organe de Bush et des néoconservateurs américains, de la droite religieuse et de Wall Street. Alors quand elle va parler au Wall Street Journal, elle aurait pu dénoncer la manière dont les Américains ont exploité les frères musulmans avant d'en faire leur ennemi principal. Et au contraire, elles vont dans le Wall Street Journal dénoncer l'incapacité des immigrants arabes à s'intégrer, la menace pour les démocraties occidentales de voir ces Arabes rejoindre des cellules terroristes islamistes. Ça c'est pour Forrest. Weiner, elle condamne la police anglaise qui, selon elle, est trop molle et c'est ce qui a conduit aux attentats à Londres. Et ça fera dire au PLPL à l'époque que c'est du double discours puisqu'elles sont marxistes un jour et bushistes l'autre. Pour des femmes qui sont connues pour être des militantes contre l'Amérique réactionnaire, ça la fout un peu mal. Le combat continue puisque 2 jours plus tard, c'est le Forum social européen à Londres et 20 000 participants viennent échanger sur l'impérialisme, les droits des migrants, des réfugiés politiques, des demandeurs d'asile, sur l'agriculture, sur l'eau, la démocratie participative, l'OMC, etc. Et plusieurs tables rondes vont évoquer l'islamophobie qui évidemment ne se limite pas à la France. Il y a une table ronde sur le hijab, le droit de choisir de la femme, et puis une autre sur l'interdiction du voile, une attaque contre la femme musulmane. C'est un forum qui est largement anti-guerre. Il y a beaucoup de familles britanniques qui sont endeuillées à cause de l'engagement du pays en Irak. Et si on compare à la France, là-bas c'est un sujet de mobilisation important. Mais la Grande-Bretagne, c'est aussi un pays qui a moins de réticence à reconnaître l'altérité culturelle. Et donc dans ce forum vont se construire des alliances solides anti-impérialistes et contre le racisme et l'islamophobie. Et des militants français vont y participer comme Christine Delphi. D'autres vont faire comme Caroline Fourest à Durban, c'est-à-dire vont y aller pour accumuler des preuves, pour discréditer, comme cette militante de la FSU qui est allée là-bas et qui a été très choquée d'entendre la France traiter de pays raciste. Évidemment, Pro-Choix va tenter de discréditer l'événement en accusant la Islamic Human Rights Commission d'antisémitisme et d'islamisme. Or, c'est une commission qui est un acteur majeur de la lutte contre l'islamophobie et contre l'impérialisme en Grande-Bretagne. Tariq Ramadan et le CMF sont impliqués dans ce Forum social européen, qui a un programme qui est vraiment très intéressant et qui permet de confronter les réalités racistes locales. C'est vraiment un super programme. D'autant qu'en Grande-Bretagne, les organisations de lutte des Noirs et les organisations de lutte des musulmans sont déjà nombreuses à l'époque. Là-bas, les indigènes ont toujours été plus organisés qu'ici et les liens tissés avec la gauche sont aussi plus solides qu'en France. Alors tout ça, c'était trop pour Claudie Lesselier, qui a décidé de ne pas y aller. Elle, la défenseuse des sans-papiers et des femmes immigrées, elle a senti qu'elle ne serait pas à sa place dans cette arène de l'islamisme politique où on démonte les mythes du sionisme. Mais ça lutte quand même en France, puisque le 24 octobre sort le film Un racisme à peine voilé de Jérôme Host, qui revient sur la polémique du voile de 2003 et qui donne largement la parole aux militants du collectif Une école pour tous et toutes. Le 27 octobre, Dounia Bouzar qui sort Monsieur Islam n'existe pas. Le journal Le Monde trouve ce livre plus fiable que celui de Caroline Fourest qui, c'est vrai, est plein d'approximations, d'erreurs et de biais. Dounia Bouzar a au moins le mérite d'attaquer Tariq Ramadan à la loyale. Elle est en désaccord avec lui sur le fond. Et pour elle, chercher toutes les réponses aux problèmes actuels dans l'islam, ça risque de déconnecter l'analyse de son époque et du contexte dans lequel les personnes, et notamment les jeunes à qui il s'adresse, vivent. En novembre, Tariq Ramadan et Caroline Fourest s'affrontent à Tout le monde en parle, et Tariq Ramadan accusera d'ailleurs Fourest de répandre des calomnies et des mensonges à son endroit. Et une nouvelle manifestation unitaire a lieu au mois de novembre, le 7 novembre, à l'appel du MRAP, de la LDH, mais aussi la CFDT, CFTC, CGT, UNSA, FCPE, FSU, Ligue de l'enseignement. Et leur mot d'ordre, c'est la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations, le sexisme ou l'homophobie. Alors on pourrait se dire que ce mot d'ordre répond aux critères de l'antiracisme institutionnel, puisqu'il conditionne la lutte contre le racisme à la lutte contre le sexisme ou l'homophobie et à celle contre l'antisémitisme. Eh bien, ça ne suffit pas. À SOS Racisme, à la LICRA et au CRIF, ils vont refuser de s'associer parce que seront présents dans la manifestation l'UOIF, le CMF et le collectif Une école pour tous.
D'ailleurs, pour se représenter ce que Tariq Ramadan représente en 2004, il faut se dire qu'à chaque fois que ces organisations sont citées, UOIF, CMF, Une école pour tous et toutes, la presse ajoute « proche de Tariq Ramadan », comme si Tariq Ramadan était le croque-mitaine. Donc à l'époque, Dominique Sopo dit que ces associations ne sont pas claires sur l'égalité entre les hommes et les femmes, qu'elles essaient de faire passer la loi contre les signes religieux ostensibles comme une loi raciste, et donc les lignes de fracture entre l'antiracisme institutionnel et cette manifestation unitaire, c'est la position vis-à-vis du Proche-Orient, la position sur la loi qui interdit les signes religieux à l'école, la prise en compte ou non de tous les racismes, et la reconnaissance ou non de l'islamophobie. Et ça, c'est quand même une division qui existe depuis longtemps. Personne n'imaginerait la LICRA et le MRAP manifester ensemble. Et pourtant, Caroline Forest va dire que cette scission à gauche date du FSE, du moment où Tariq Ramadan avait, selon elle, tenté de s'infiltrer dans les milieux de la gauche laïque. Et quand Caroline Forest fait ça, elle essaie en réalité de marginaliser cette frange de l'antiracisme qui est en train de se construire et qui se positionne clairement en soutien à la Palestine, contre l'interdiction du voile à l'école, qui dénonce autant les actes racistes dont sont victimes les Juifs et ceux dont sont victimes les Arabes et les musulmans, et enfin qui reconnaît l'islamophobie comme un racisme. Et enfin, cette année-là, le 8 décembre, l'AFLID à Lyon manifestera comme chaque année à l'occasion de la Fête des Lumières pour rappeler les dizaines de morts annuelles en prison. Et dans ce rassemblement est présente la famille Reziga qui se bat alors depuis 1999 pour empêcher que la mort de leurs proches finisse par un non-lieu et qu'ils arrivent à obtenir non-assistance à personne en danger et mise en danger la vie d'autrui. Is the thing that's on my mind the most. You know what I'm saying? The thing that we all got to deal with every day, but don't really know. The industry. The industry. Man, it's not the same. Doesn't have to do with talent. It's about playing the game. The industry. Real niggas is dying to get in. The industry. Just to find they don't fit in. The industry ain't what it used to be. The industry is trying to control the way you MC. They want you to dress like this and talk like that. But I'm going to dress like this and talk with the bat. The industry got your word meaning nothing. The industry, fuck what you heard because he's bluffing. The industry, money, bitches, hate, for that day to try to take a fucking thing off my plate. The industry like, wait! But in the streets we like, get 'em. 17 up in that thing. Catch them sleeping and hit them. The industry, if you ain't got a strong mind, the industry will break you down. It's a matter of time. The industry, vultures with nothing to feast on. See me? I'm getting my beast on. The industry, stay in the dirt, play in the dirt, test the wrong one in the industry and you will get hurt. I'm not an industry artist. I'm an artist in the industry. So I do what the fuck I want because nobody can finish me. The industry, wanted, dead or alive, new artists to sell their souls in the way they survive. The industry don't give a fuck about you, but the industry couldn't make a dime without you. The industry, I'm sick of this industry shit. The industry playing them like a industry bitch. They tried to finish me quick, but I am long, so I stand strong. Fuck a beat. Listen to the words in the damn song. I only know how to speak the truth, you know what I'm saying? So I got a little short joint I'm gonna hit you with, you know what I'm saying? And it basically reflects on my relationship with the industry. This is what it is. Often, my words fall on deaf ears. Motherfuckers be listening, but don't hear. Talking to a nigga, he be sitting right here. I be like, where you going? Nigga be like, yeah. Thank you.